Bonjour, petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle lecture de sciences humaines et sociales. On est bien évidemment à la suite de la précédente. On a juste fait une grosse pause, le temps de papoter et d'écouter de la musique. C'était très bien d'ailleurs, pour le coup. On est reparti. Je vous rappelle que nous sommes dans la société ingouvernable par Chamaillou. Plus précisément, nous sommes dans le chapitre qui s'attaque aux questions justement des attaques sur la libre entreprise. Et donc on écoutait les ouin-ouin des globalement politiques, patrons, universitaires, économistes, etc. Globalement tout ce qui est libéraux, tout ce qui est même libertaire, pour être plus précis, et qui ont absolument aucun problème à vouloir vider de substance toutes les critiques, toutes les attaques faites contre l'entreprise, pour tout simplement faire de l'habillage, du joli habillage qui leur permet surtout de ne rien changer, en fait, en dehors de la devanture. On est reparti. Libéral, non, plutôt que libertaire. Non, un certain nombre sont des libertaires. Alors par contre, libertaire n'est pas toujours la même chose. D'accord. Là, en l'occurrence, on est sur les capitalistes. Et donc du coup, c'est notamment les libertariens, en l'occurrence, qui sont dans l'optique en fait de le libre marché qui s'autorégule. Tu dois enlever toute mesure de contrôle quelle qu'elle soit parce que tout se régulera de manière toute seule et magnifique. Il faut avoir le droit de pouvoir être la pire des saloperies puisque de toute manière si la liberté est un absolu à tous les niveaux, tout va se réguler. Alors évidemment, c'est toujours en oubliant absolument tous les problèmes oppressifs qu'il y a au sein de nos sociétés, que les rapports de force sont absolument inégaux dès le départ, et que du coup, ça va absolument pas se réguler, étonnamment. Alors, yes pour libertarien, mais c'est pas libertaire historiquement, je trouve. Libertaire dans le sens où ils sont pour la liberté comme valeur suprême. C'est en ce sens-là. Peut-être que c'est peut-être pas le mot le plus adapté. Encore une fois, j'ai pas toujours les meilleures manières de parler. J'ai pas forcément le terme adéquat ou utilisé dans le même contexte ou manière de penser que vous, c'est possible. Là-dessus, faut pas forcément hésiter à me reprendre, hein, pour le coup, et à replacer que potentiellement tel terme est plutôt utilisé dans tel contexte et que du coup, il est peut-être inadéquat. Je à toutes. Des bisous à Cam. À plus tard, si on te retrouve plus tard. Bonjour Emmanuel. J'espère que tu vas bien, en tout cas aussi bien que possible en cette belle journée. Je reprends la lecture. En vue d'élaborer la théorie de la firme qui faisait si cruellement défaut, on exhume à la fin des années 60 un article publié en 1937 par l'économiste Ronald Coase. Coase C-O-A-S-E. Je suis pas sûr de pouvoir bien prononcer le prénom, enfin non. Oui, parce que le prénom ça va être Ronald. Donc Ronald Coase, je dirais. Il y employait une métaphore évocatrice, empruntée à un auteur britannique. Les entreprises sont, par rapport au marché, des îlots de pouvoir conscients flottant çà et là dans cet océan de coopération inconsciente, comme des morceaux de beurre en train de coaguler dans un seau à beurre. La firme, théoriquement, c'est du gras, le gras qui flotte. L'économie néoclassique redécouvrait ainsi l'existence de ces entités étonnantes que sont les entreprises. Jusque-là, on les concevait schématiquement à l'image d'agents économiques individuels, comme des points reliés entre eux par des transactions, bref, comme des boîtes noires dont on relevait les entrées et les sorties, mais sans trop s'intéresser à ce qui pouvait bien se passer à l'intérieur. Dès que l'on ouvre la boîte, une chose saute aux yeux. Une firme, ça n'est pas du marché. D'autres méthodes de coordination y sont en vigueur. Si un travailleur passe du département Y au département X, il n'y va pas à cause d'un changement dans les prix relatifs, mais parce qu'il en a reçu l'ordre. Une entreprise, ça ne fonctionne pas en interne au mécanisme des prix. Coordination inconsciente, mais au commandement. Direction consciente. Ce n'est pas de l'échange, c'est de la hiérarchie. Ce n'est pas de l'automatisme, c'est de l'autorité. Ce n'est pas du marché, c'est un plan. Du point de vue néoclassique, c'est là une surprise. Mais aussi une énigme. Comment expliquer, alors même que l'on considère en général le marché comme étant le seul mode de coordination efficient, que de telles formes hérétiques puissent même exister? Il fallait rendre raison à la firme. Pour le dire en termes leibniziens, pourquoi y a-t-il de la firme plutôt que rien? Ou plutôt, plus exactement, pourquoi y a-t-il de l'autorité économique privée plutôt que du pur marché seulement? J'aurais bien une réponse, mais ça consisterait à quand même prendre conscience des rapports de force. Mais bon,
Que voulez-vous? C'est probablement parce que je suis une horrible personne de gauche, hein, voilà. N'oublions pas qu'ils ont attaqué très durement les personnes de gauche en disant que de toute façon, c'était des dégénérés, des pouilleux. C'était quoi les autres termes qu'ils ont utilisés? Des masses aussi. Il y avait pas que masse, il y avait un ensemble de termes dégueulasses. Enfin, bref. Donc bon. Mais eux, bien sûr, ont accès à tout leur gros cerveau et à la rationalité en dehors de l'idéologie. Ils sont neutres. Hein. Ça me rappelle les zététiciens, tiens. Étonnant. Coase proposait une explication qui avait l'avantage de préserver la cohérence de la théorie orthodoxe. La principale raison pour laquelle il est profitable d'établir une firme paraît être qu'il y a un coût à recourir au mécanisme des prix. Pour mener à bien une transaction sur le marché, il est nécessaire de découvrir avec qui l'on veut traiter, d'informer les gens du fait que l'on souhaite faire affaire avec eux, et selon quelle modalité. De mener des négociations pour aboutir à un accord, d'établir un contrat, et ainsi de suite. Or, ces opérations sont souvent extrêmement coûteuses. Ce sont ces coûts-là, les coûts de transaction, qui sont évités lorsque l'activité se coordonne au sein d'une firme. Former une organisation et autoriser une certaine autorité, un entrepreneur, à diriger les ressources, permet d'économiser certains coûts de marché. On découvrait donc qu'il y avait dans le fonctionnement de l'économie capitaliste deux prodiges au lieu d'un, outre la main invisible du marché, la main visible de la direction d'entreprise. Et les mecs voient toujours pas le problème, hein. C'est incroyable. Genre vraiment, c'est... Vous voyez, quand je vous dis, on voit toujours ce qu'on veut bien voir, c'est pas sans raison, hein. Les mecs, littéralement, ils sont en mode, ah merde, ça colle pas. Ah. Non mais t'inquiète, vas-y, modifie ça, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, finalement, ça colle. Même si ça va pas du tout dans ton sens, finalement, si, on va réécrire ça et puis c'est bon. Ça passe. Dans le cadre, ça passe, TKT. Sur quoi se fonde le mode de coordination propre à l'entreprise, celui dont le marché ne dispose pas? Sur le fiat. Alors fiat, pour moi, c'est juste un modèle de voiture. C'est quoi sur le fiat? Il n'y a même pas de petits points, genre tiens, t'as l'explication plus tard. Je ne sais pas. C'est le fait en latin. Ah, merci Céron. Donc sur le fait, répondait Coase, c'est-à-dire sur la décision autoritaire, le commandement hiérarchique, un rapport de pouvoir irréductible à des relations de marché, un pouvoir discrétionnaire, s'exerçant dans un rapport de subordination de type maître-serviteur. Fiat Lux, la lumière fut. Oh, je ne savais pas. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Or, autant les économistes néoclassiques, qui remobilisent ce texte dans les années 60 et 70 à des fins d'aggiornamento théoriques, sont séduits par la notion de coût de transaction, jugée très féconde, autant ils sont gênés par ce second aspect, par cette présentation, disons, un peu trop brute, de décoffrage du pouvoir patronal. Dans le contexte politique que nous avons retracé, cette réticence se comprend avant tout par des considérations tactiques. Reconnaître ainsi, ouvertement, que l'entreprise capitaliste est structurée par un rapport de pouvoir autoritaire, ce serait donner trop facilement prise aux critiques démocratiques autogestionnaires de la firme, celle-là même qu'il s'agissait de désarmer. À l'époque, les économistes néo-marxistes ne s'y trompent pas. Quand incités par ces réélaborations adverses, ils relisent à leur tour l'article de Coase. Ils voient tout de suite le parti qu'ils peuvent en tirer, ne se privant pas de faire remarquer, non sans malice et citation à l'appui, que donc l'économie néoclassique reconnaît elle-même que l'entreprise existe comme un système d'autorité au sein d'un système de marché. De sorte que ces nouvelles théories de la firme vont aussi, outre leur tâche de réfutation externe, avoir à se débattre avec un obstacle conceptuel interne à leur propre courant. Il va leur falloir trouver le moyen de reconduire la problématique de Coase tout en l'amputant de son si malencontreux aveu. L'opération est délicate. Ce pouvoir que l'on cherche à perpétuer en pratique, il va s'agir à cette fin même de le nier en théorie. La manœuvre est assez acrobatique, quoique par ailleurs assez répandue dans la vie courante, puisqu'il s'agit de pratiquer le déni. Faire perdurer des agissements que l'on vous reproche, mais en prétendant qu'ils n'existent pas. Tiens, est-ce que ça vous parle ça?
C'est marrant, je vous en ai parlé un peu plus tôt dans le live. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Nous avons un petit cas typique de dissonance cognitive. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on modifie ses comportements pour les conformer à nos idées? Est-ce qu'on modifie nos idées pour les conforter à nos comportements? Ou est-ce qu'on fait la troisième possibilité? On nie. Non, il se passe rien. T'as rien vu. Touche. Tu peux pas me toucher. Je suis en hauteur. Voilà, chat. Chat perché. C'est incroyable. Vraiment, quoi. Les économistes de l'époque, ils sont déjà en mood... Oupsie, on n'a rien vu, regarde ailleurs. Ta 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 ta. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Mais enfin, bref. Et je reprends. Ainsi, lorsque Armen Alkian et Harold Demsetz rédigent l'article qui va relancer, en 72, la réflexion néoclassique sur la théorie de la firme, leur souci est-il, dès les premiers paragraphes, de récuser, contre Coase, quitte aussi à se mettre directement en porte-à-faux avec l'expérience commune, l'idée selon laquelle l'entreprise se caractériserait par un pouvoir de régler des problèmes de façon discrétionnaire, autoritaire, par une action disciplinaire supérieure à celle qui est disponible sur le marché ordinaire. C'est là, affirme-t-il, une illusion. Battez. Le pouvoir que votre patron exerce sur vous n'est selon eux en rien différent du pouvoir que vous avez sur votre épicier. Votre patron peut certes vous licencier, mais ne pouvez-vous pas vous aussi licencier votre épicier en n'achetant plus chez lui? Cela ne le mettra pas pour autant au chômage, objecterez-vous peut-être, mais peu importe. Pour eux, cette analogie, pourtant bancale, suffit à montrer qu'un contrat de travail est absolument de même nature que n'importe quelle autre action marchande et que par conséquent aucune forme spécifique de pouvoir ne s'exerce dans l'entreprise. Ouais. Ah bah il y en a certains, ils ont un culot phénoménal hein, quand même. On va pas se mentir que niveau culot, ça se pose là. La mauvaise foi est à un niveau stratosphérique. Ah là, ils ont décollé, hein. Là, ils nous ont fait une fusée, c'est SpaceX, et ils ont décollé, hein. C'est incroyable. Non mais vraiment, quoi. Non, mais c'est pareil que ton épicier, si tu vas plus, tu le mets sur la touche, voilà, bah c'est pareil. Non, mais un contrat dans une société qui est lancée par ça, gérée par ça, ou être au chômage, c'est un petit peu beaucoup la merde, ou du coup t'as plus de revenus pour payer la bouffe et tout. Ouais, non, c'est pareil, t'es caté. Non, c'est pareil. Fatigue. Il prenait ainsi le contre-pied du consensus antérieur. Jusqu'au début des années 70, en effet, on s'accordait assez largement pour reconnaître que non seulement l'entreprise existait, mais qu'elle existait comme une structure managériale de pouvoir, comme un nexus de pouvoir, osaient même dire certains. Leur théorie de la firme s'efforçait de battre en brèche cette conception, qui présentait, il est vrai, le fâcheux inconvénient de mettre les rapports de pouvoir au centre du tableau. Bah oui, ça serait dommage de pouvoir parler des rapports de pouvoir. Ça serait dommage de pouvoir parler de ce qui, du coup, factuellement, formate, conditionne la manière dont on fonctionne dans nos sociétés. Vraiment, ce serait dommage. Le managérialisme avait commis l'erreur fatale de politiser la théorie de la firme. La première tâche était donc de la dépolitiser, et pour cela, on allait s'évertuer à la déréaliser. Au lieu et place d'un gouvernement privé, il n'y aurait plus rien de tel, pas même une institution, pas même une entité. Bien avant que Margaret Thatcher déclare « There is no such thing as a society », bref. Certains avaient déjà appliqué la formule à l'entreprise. Pour étayer cette thèse contre-intuitive, ils dépensèrent des trésors d'ingéniosité. Rétrospectivement, en 83, Michael Jensen estimait que le grand mérite de ses travaux de la décennie précédente était d'avoir posé les fondations pour une révolution de la science des organisations. Cette science nouvelle était encore dans l'enfance, mais bientôt, promettait-il, viendrait le stade vigoureux de la maturité. L'article séminal sur la théorie de la firme qu'il avait co-signé avec Meckling en 1976 dans le Journal of Financial Economics occupe aujourd'hui la 3e marche sur le podium bibliométrique des références contemporaines les plus citées en économie. Dans ce texte, il prenait une décision ontologique lourde d'implications. Qu'est-ce qu'une firme en tant que firme? Selon lui, simplement une certaine forme de fiction juridique servant de nexus pour des relations contractuelles. Ce n'est pas très clair. Qu'est-ce que cela signifie? Reprenons. 1. La firme est une fiction juridique. C'est-à-dire que c'est une construction artificielle du droit autorisant certaines organisations à être traitées comme des individus. Une firme
peut être considérée comme étant propriétaire, par exemple, d'un immeuble. On peut porter plainte contre elle. Bref, on peut la traiter comme une personne juridique, bien qu'elle ne soit pas un individu humain. Jensen et Meckling interprètent ce phénomène de façon nominaliste. Sous le nom firme, personne fictive, il n'y a de réel que les agents dont elle se compose. 2. La firme sert de nexus, c'est-à-dire en latin de connexion de nœud, de lien entre les individus d'un groupe. Lorsque des personnes passent contrat avec elle, ce faisant, disent Jensen et Meckling, elles nouent en réalité, à travers elles, des relations les unes avec les autres. La firme se conçoit dès lors comme un grand entrelacement de contrats reliant les individus entre eux sous ou par la fiction d'une entité juridique. Ainsi conçue, la firme n'est plus une entité réelle, juste le petit nom trompeur donné à un ensemble de relations contractuelles. Ce par quoi il ne faut pas forcément entendre des contrats explicites, mais tout échange volontaire. Autant le critère de l'autorité proposé par Coase pouvait permettre de délimiter les contours de la firme, elle s'arrête là où l'autorité managériale cesse de valoir, autant celui de la relation contractuelle, entendu qui plus est comme synonyme de transaction en général, efface toute démarcation. La firme Nexus englobe alors non seulement les salariés, mais aussi les fournisseurs, les créditeurs, les actionnaires, les consommateurs, en tant qu'ils participent eux aussi à des degrés divers de ce grand entrelacement. De sorte que cette définition rend incertaine aussi bien la question de l'appartenance à la firme, qui en est membre, qui ne l'est pas, que celle de ses frontières. Quand est-on dedans? Quand est-on dehors? On critiquera peut-être la porosité de cette définition, mais ce défaut est voulu. Plutôt qu'un travail de définition, on a plutôt affaire à une opération d'indéfinition, qui dessout son objet au lieu de le préciser. Il n'était initialement question pour ces économistes d'ouvrir la boîte noire de la firme. Ils ne se contentent pas de soulever le couvercle. Ils font sauter les parois. In fine, il ne reste plus que l'image floue d'un entrelac continu de relations. Et la boîte, elle, n'existe plus. Ce qui leur permet de conclure aux antipodes de Coase que l'entreprise n'est une pure créature du marché. L'objectif, c'était de reprivatiser conceptuellement la firme, celle-là même que les managérialistes qualifiaient de quasi-publique. Vous voyez ça c'est un travail incroyable qui a été fait. Oh, la boîte, finalement, c'est de manière évidente une structure de pouvoir, des relations de pouvoir qui conditionnent la manière dont on peut agir ou pas, et y compris en dehors de la boîte. Et d'un coup, vous comprenez, c'est un truc flou, c'est compliqué, non mais le patron, il est patron, mais vous comprenez, ça se limite pas à lui, c'est compliqué, est-ce qu'il est vraiment responsable par exemple d'avoir vendu, je sais pas moi, du napalm aux États-Unis pendant une pleine guerre, par exemple au Vietnam? Non, vous comprenez, finalement, c'est pas sa faute parce que il a des gens qui dépendent de lui, et puis bon, il a été poussé à ça, il était déterminé, c'est pas sa faute, vous comprenez, il est pas responsable. C'est incroyable quand même. Ce niveau de retravail, de tout faire pipoter dans tous les sens pour finalement dire ouais, bon, il a mis un coup de pelle, mais c'est pas sa faute. Vous comprenez, est-ce que vraiment il contrôle ses muscles? Et puis d'abord, cette pelle, qu'est-ce qu'elle faisait là, hein? Et puis en plus de ça, vous avez réfléchi à la personne qui a créé la pelle et qui l'a mis ici? Non mais, d'abord, franchement. Donc finalement, c'est peut-être la faute du mec qui a inventé la pelle il y a 500 ans. Finalement, c'est peut-être sa faute à lui, quoi, vous voyez? C'est un niveau, mais incroyable. C'est incroyable. Non mais vraiment. Voilà, c'est la rencontre entre sa main, la pelle, la création astrophysique du fer. Non mais à un moment donné, il est innocent, quoi. Mon Dieu, quel enfer. Je reprends. Dès lors, à la limite, il n'y a plus de critique possible de l'entreprise, puisqu'il n'y a pas réellement d'entreprise, il y a juste une fiction. Les protestataires sont victimes d'un mirage. Ils se battent contre des ombres. Vous critiquiez l'entreprise, vous exigiez d'elle, vous vouliez la remettre en question, mais tout ceci présupposait qu'elle exista comme une entité à même d'être interrogée. Or, en fait, il n'en est rien. Les nouveaux théoriciens de la firme sont des prestigitateurs. Ils pratiquent l'escamotage, l'art de faire disparaître les objets qui sont sous les yeux des spectateurs. De leur lecture philosophique, Jensen et Meckling avaient retenu l'idée de l'importance du choix des définitions.
Les définitions sont ce qu'il y a de plus important, ce qui mérite au plus haut point l'attention prolongée du lecteur. Précepte est sage, appliquons donc le à leur propre définition. Ça c'est Chamaillou qui est en mode... Vous avez voulu jouer au con? Ok, moi aussi je vais jouer au con. Vous voyez, j'utilise le mot que je vous ai dit tout à l'heure que j'essayais de pas trop les utiliser. Comme quoi. Donc là, typiquement, hein, là pour moi c'est Chamaillou qui est vraiment en mode... ok, vous voulez jouer à ça, je vais jouer. Y a pas de problème. On peut jouer à deux. TKT. Vous avez voulu faire ça, moi aussi je peux le faire. Comme quoi c'est honteux. Exactement. Je bois un coup. J'ai soif, j'ai la gorge qui est un peu sèche. Peut-être, parce que ça fait 5h21 minutes et 33 secondes que je parle. Mis à part une pause de 20 minutes pour le repas. Où il est vrai que du coup j'ai pas beaucoup parlé. Parce que je mangeais. Bref, je bois. Pensez à vous hydrater d'ailleurs. Ah. Gna, je bois. J'ai besoin de m'hydrater, oui. D'ailleurs ici on a des alertes qui sont faites pour... c'est où? Voilà. Ah bah évidemment ça marche pas. Non mais Twitch, hein, décidément Twitch, tu me saoules. Ah, je peux pas la réutiliser parce que je viens de l'utiliser. Bon bah tant pis. Vous ne verrez pas l'alerte boire. Voilà. J'ai relancé un kéfir, je me retiens de boire ma dernière bouteille, mais mon papa vient peut-être demain. Ah bah non, mais il en faut d'autres, voilà. Oui, mais il y a du plastique dans l'eau. Il y a du plastique dans beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses dans beaucoup de choses aussi, malheureusement, vu nos sociétés et nos fameuses entreprises non définies, non responsables, qui quand même polluent beaucoup. Pour des trucs qui n'existent pas. Mais demain, le pot sera pas prêt. Oh, ah non, ça, c'est pas bien. Ah oui, c'est vrai que ça prend un peu de temps à faire le kéfir. Non, bah non, tu dois boire autre chose, copine. Je suis désolé. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans beaucoup de choses, J'aime cette vérité tautologique. Oui. En effet. Mais vous savez, ici, on est sur un très très haut niveau de gros cerveau. Ici, on possède l'intelligence supérieure des zététiciens. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est pas l'eau qui donne soif? Non, j'ai un doute sur le fait que ce soit l'eau qui vous donne soif. J'en étais où? J'en étais... Pop. Ici. Voilà. Je reprends. En les analysant, on s'aperçoit que ces auteurs jouent sur une ambiguïté entre deux formulations voisines, mais pourtant différentes. Première formulation, les salariés, les fournisseurs, les clients passent des contrats unilatéraux avec une entité juridique qui sert de nexus contractuel, soit la boule plumeuse d'un pissenlit. La firme, comme nexus, serait l'équivalent de la base blanche, ronde, bombée, en forme de passoire, où se fichent les graines via lesquelles les aigrettes se rattachent chacune individuellement à la tige, sans être reliées directement les unes aux autres. Seconde formulation, toujours de Jensen, la firme est le nexus d'un ensemble de relations contractuelles entre individus, ce que Fischel traduit de la façon suivante. On parle souvent dans l'entreprise comme un nexus de contrat. Cette formulation est, elle aussi, un raccourci pour désigner les arrangements complexes d'espèces très variées, que ceux qui s'associent de façon volontaire dans l'entreprise vont élaborer entre eux. Cette autre définition, qui n'apparaît comme équivalente à la première que si on la lit trop rapidement, énonce quelque chose de différent. La firme n'est plus ici seulement définie comme cette attache commune avec laquelle chacun contracte unilatéralement, mais comme le nom collectif d'un ensemble de rapports multilatéraux entre agents. Comme si les aigrettes du pissenlit se mettaient à se connecter les unes aux autres, l'analogon de la firme étant alors la boule de duvet tout entière. Or, en toute rigueur, ces deux conceptions s'excluent l'une et l'autre. Si en effet la firme est définie comme une entité contractante, artefact juridique servant à nouer des contrats, elle doit par définition demeurer distincte des contrats conclus par son moyen, ce que nie précisément la seconde formulation en l'identifiant au contraire à l'ensemble des contrats qu'elle sert à établir. L'absurdité apparaît par exemple lorsque Jensen écrit « Les individus coordonnent leurs actions par des contrats avec la fiction juridique qui sert de nexus de la firme. Firme qui est elle-même définie comme un nexus. » Ce qui revient donc à dire que la fiction juridique sert de nexus du nexus, ou encore que la firme sert de nexus de la firme. Faute
te faire la distinction conceptuelle nécessaire, cette théorie tombe fatalement, comme l'a montré Heisenberg, dans un cercle logique. La société ne peut assurément pas consister en tous les arrangements réciproques qui sont liés à la société, parce que cela rendrait la conception du nexus de contrat entièrement circulaire. Ce serait comme dire qu'un zèbre est un nexus de rayures lié à un zèbre. En bref, la firme est finalement un sac de nœuds. Oui, alors là, il utilise nexus dans le sens grec ou latin, je sais plus. En gros, les nexus, c'est les liens entre individus, structures. Voilà. Donc c'est dans le sens des choses qui sont reliées entre elles. Voilà. C'est dans ce sens-là. On n'est pas du tout sur un nexus de pensée ou ce genre de choses. Encore que si vous allez sur les nexus de pensée, techniquement, vous vous rattachez quand même relativement proche de ces notions-là, mais dans un autre contexte. Voilà, c'est un truc qui sert à mettre en relation les agents. C'est pas vraiment qui sert, c'est ce qui est en soi les relations entre agents. Le nexus de la firme contient la firme du nexus de la firme du nexus. Ouais, ça, ouais, hein, bon, hein. Au-delà de la blague, je connaissais pas le terme. Du nexus, du coup, ça a été dit au début. Alors, c'est pas l'agentivité, parce que l'agentivité, c'est la capacité à pouvoir mobiliser des ressources, etc. En tout cas, moi, je le connais dans ce sens-là, donc ça me semblerait pas... Voilà. C'est les réseaux de relations, oui. Ça reprend bien ce qu'il a dit. Je vais vous reprendre, il a donné une définition au tout début, donc je vais juste me permettre de reprendre. Tu l'as caché où ? Où est-ce qu'il l'a mis? Tout à l'heure, je vous ai dit, il avait voilà. Nexus, enlacement, étreinte, nœud, lien, contracté, un engagement, tomber en servitude. Donc on est vraiment sur l'idée de ces liens. En fait, c'est l'image de tout ce qui se lie les uns aux autres. Voilà. C'est vraiment dans l'idée d'un réseau de relations. Et c'est en ça où, du coup, en définissant la firme comme un nexus, c'est un problème, parce que du coup ça te permet de dire qu'en fait, bah regardez, c'est juste une image en gros de ces liens, mais finalement la structure en elle-même, elle n'a pas de volonté, elle n'est pas dirigée, elle n'a pas de rapport de force en tant que telle, vous comprenez. Sauf qu'en fait c'est du flanc, c'est un gros flanc. C'est l'agentivité au sens latourien, les agents étant à la fois humains et non humains comme la matière ou comme une structure juridique. D'accord, bah je connaissais pas du tout dans ce sens-là. Moi, pour le coup, l'agentivité, je l'ai dans le sens notamment de la psychologie sociale, et où du coup, l'agentivité, en fait, c'est la capacité d'une personne à être dans les décisions, à prendre un peu de pouvoir sur sa vie, etc., sur les décisions prises, etc., etc. En gros, c'est la responsabilité des gens, leur capacité à être responsable. C'est pour ça que, par exemple, il y a un problème, oui, c'est une sorte d'empowerment, ça peut passer. C'est en gros ce qui fait que, par exemple, en psychologie sociale, oui, autonomie, marge d'action, ça aussi. Alors, mais c'est dans le sens où vous l'utilisez, vous la mobilisez. Si c'est juste l'autonomie, la réalité que tu as de l'autonomie, tu ne seras pas dedans. C'est vraiment le fait de mobiliser cette liberté, cette autonomie, cette marge d'action, etc. C'est le fait de l'utiliser de manière consciente. Alors du coup, pour reprendre, c'est ce qui fait aussi qu'en psychologie sociale, par exemple, on ne va pas estimer que quelqu'un qui a fait une action, je vais vous prendre un cas concret, admettons, bah voilà, moi je suis une personne handi, j'ai déjà vécu beaucoup de validisme, en l'occurrence, et donc vous allez avoir des gens qui ont pu faire du validisme en face de moi, sur moi, que j'ai pu voir comme étant du validisme. Si je viens leur expliquer que là c'est du validisme et que leur réponse en gros c'est de dire oui mais c'est la société qui m'a fait faire, et ben en fait nous en sens de la psychologie sociale ça va pas passer. Ça va pas passer parce que ce serait retirer la responsabilité de la personne. On peut comprendre qu'il y a des éléments qui poussent, qui vont on va dire cadrer, qui vont formater une manière d'agir. Sauf que en tant qu'individu, tu as toujours de l'agentivité. Ça veut dire que tu as toujours la responsabilité de ce que tu fais. Quand bien même tu as été très fortement poussé par les systèmes dans lesquels tu es, ça ne change pas que tu as choisi de faire. On peut comprendre, et c'est à prendre en compte, que peu importe la décision en l'occurrence que tu as réalisée, peu importe l'action que tu as réalisée,
Ne pas la faire aurait pu par exemple te mettre en porte-à-faux et te faire subir des choses, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça n'enlève pas ta responsabilité d'avoir fait la chose. Et c'est ça en fait qu'il faut extrêmement capter, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui donc revient à dire en gros, excuser ce n'est pas comprendre. Et comprendre, ce n'est pas excuser. Parce que souvent, malheureusement, beaucoup de gens qui étudient de très loin, ne creusent pas beaucoup, en fait, tout simplement, les questions de la psychologie sociale, vont très facilement tomber dans cette vision qui est « Ah mais vous excusez les comportements en psychologie sociale et en psychologie de manière plus générale ». Or, c'est pas le cas. On n'essaye pas d'excuser les gens. L'excuse n'a pas de sens. Le pardon n'a pas de sens. Pas en psychologie, pas en recherche sociale, ça n'a pas de sens. On n'est pas là pour excuser des comportements. On est là pour comprendre ce qui fait qu'un comportement s'est réalisé. Et donc du coup, on est là pour enquêter, pour analyser les situations et en déterminer les causes, tout simplement. Après, ça n'enlèvera jamais la responsabilité d'une personne, quelle qu'elle soit, de l'action qu'elle a faite, peu importe le contexte. Quand bien même on comprend, après on va prendre un exemple extrême, quand bien même on comprend que la personne a préféré faire tel comportement qui a porté préjudice à telle autre personne, parce que si elle ne faisait pas ce comportement, elle avait, elle, des conséquences drastiques, y compris, allez, admettons, violence physique, voire même mise à mort, ce que vous voulez, ça ne retire pas sa responsabilité dans l'action. Elle a choisi de faire l'action. Quand bien même on comprend tout le contexte. Et c'est vraiment une différence qu'il faut comprendre. L'agentivité, c'est ta responsabilité. C'est ce que tu as mis en place, ce que tu as choisi de faire, quand bien même les conditions te poussent à ça, ça ne retirera jamais que tu as choisi de faire telle ou telle action, ou que tu as choisi de ne pas faire telle ou telle action. Et c'est ça qui, du coup, fait que c'est pas du tout pris dans le même sens. Il y a effectivement un marqueur très 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 important de contrôle, de mobilisation de ces éléments-là. Ça implique la conscience, alors pas forcément... du coup, c'est pas tout à fait autonomie au sens socio type Bourdieusienne. Du coup, la tour, je l'ai jamais lu, je connais pas, est proche de cette socio. La tour est moins déterministe. Enfin, comme je l'ai compris. Ok. En vrai, vous pouvez être dans l'agentivité quand bien même vous n'en avez pas conscience. Vous pouvez être dans l'agentivité dans le sens où inconsciemment, en fait, vous avez beaucoup plus d'éléments qui sont là pris en compte, en fait, qui sont... dans votre tête, on va dire, qui font que vous prenez telle ou telle décision, notamment parce que vous allez avoir des mécanismes comme, par exemple, la négation, le simple fait de nier les choses, de vous mentir à vous-même. Il va y avoir tout un tas d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Et en fait, c'est souvent ça aussi qui est très mal compris en psychologie sociale. Beaucoup de cas que j'ai eu avec des gens qui bossent pas spécialement dans la psychologie sociale ne comprennent pas ça. À tout moment, en psychologie sociale, on part du principe que toute situation, tout contexte, c'est un enchaînement, une superposition de différentes couches. Vous n'avez jamais, à aucun moment, un seul truc qui explique telle ou telle chose qui se passe devant vous. Si, je vais vous prendre un cas concret, si là je décide, admettons, de boire mon verre de coca, voilà, j'ai mon verre de coca qui est devant moi, si là maintenant tout de suite je décide de boire mon verre de coca, ce serait absurde et complètement con de juste résumer à « je bois mon verre de coca parce que j'ai soif ». Purement et simplement parce que j'ai soif. Non, c'est faux. Il y a plein de moments où j'ai soif et je bois pas. Parce qu'il y a plein de moments où, par exemple, je suis en train de parler. Genre là, maintenant, tout de suite. Donc du coup, si je bois là, maintenant, ça va poser problème au fait de parler, vous voyez. Et donc du coup, il y a tout ça à prendre en compte. C'est pas forcément conscient que là, je ne bois pas alors que j'ai soif, parce que je constate que j'ai soif, en l'occurrence, j'ai la gorge sèche, tout ça. C'est que inconsciemment, j'ai conscience que du coup, si je bois, je peux pas vous parler. C'est pas réfléchi, c'est pas un processus conscient, mais pourtant, il est quand même là dans la prise de décision. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que j'essaye de dire ou pas ? La responsabilité est pour moi une notion socialement construite et définie. Exemple, la non-assistance à personne en danger n'existe pas dans certains états. Si nous, on est responsable de non-action, la causalité, les explications ou déterminants n'ont rien à voir avec la notion d'excuse. Ouais, complètement. C'est pour ça que, alors quand moi je parle de responsabilité, je parle pas de responsabilité au sens juridique. Je me précise aussi, quand même, au cas où. Ça n'a pas de sens, parce que les constructions juridiques, c'est marqué dans le nom, c'est des constructions juridiques. Ce sont des choses qui sont créées dans un contexte social défini, par un groupe social défini. Et donc c'est étonnamment extrêmement discutable et biaisé. Surprise, mais en fait non, pas surprise. Alors évidemment, les différentes sciences sont également des constructions sociales, sont également des constructions par des groupes sociaux définis, avec leurs biais, donc qui ont aussi, bien évidemment, des gros problèmes.
Néanmoins, moi en l'occurrence me base plutôt sur cet aspect-là, malgré ces contraintes-là, parce qu'en fait je pense que déjà il n'y a pas de milieu où il n'y a pas de contraintes, d'une part, hein, on n'a pas accès à un universel pur, neutre, en dehors de tout biais ou je ne sais quoi, ça n'a pas de sens, c'est juste pas pertinent. Pour autant, dans les sciences, on a quand même une tendance, normalement, un fonctionnement qui pousse à remettre en question constamment, à confronter aux travaux d'autrui, etc., à partager, à co-construire, etc., etc., qui laisse à penser qu'on essaye de mitiger, avec plus ou moins de réussite, un certain nombre de nos biais. Encore une fois, c'est extrêmement discutable. On a vu au cours du temps que la science a été complètement instrumentalisée, parce que, étonnamment, les gens qui font des sciences, ce sont des gens qui, du coup, ont des avis politiques, des idéologies politiques, qui peuvent être des gros fascistes, par exemple, ou, à contrario, des anarchistes. Coucou, c'est là, je pense à moi. Donc, forcément, les sciences et notre prisme de vision et d'analyse des choses qu'on va étudier, incroyablement, elles sont biaisées aussi. Et oui, comme les gens qui les produisent. Incroyable. Surprise, mais en fait non, pas surprise. Toujours est-il que du coup, dans le sens où je l'utilise, responsabilité, on est plutôt sur la causalité. On est vraiment sur le côté, tu es la cause de. Tu as fait telle action. C'est toi la cause. Et tu es responsable de ça dans le sens où tu as choisi, ou choisi de ne pas le faire, peu importe. Bref, tu es la source du truc. Quand bien même il y a tout un tas d'éléments explicatifs qui vont conditionner le fait que tu as choisi cette décision, tu as quand même choisi cette décision parmi plusieurs décisions. Et encore une fois, ça peut être inconscient. C'est en ce sens-là. Je sais pas si je suis clair, n'hésitez pas à me reprendre si ça vous semble pas clair, si justement vous avez un point que vous voulez que je recreuse dessus. Parce que pour moi, c'est notamment des notions que j'ai l'habitude de travailler, donc c'est ce que je vous dis régulièrement. Moi, c'est des choses dans lesquelles je balade constamment, tout le temps, donc ça me semble assez évident, quoi. Voilà. Parmi plusieurs décisions, il y a un aspect restreint à ça. Dans quel sens? Des fois, il y a un sentiment d'obligation, oui, mais ça ne change rien. Peu importe les éléments dans lesquels tu vas baigner, même s'il y a sentiment d'obligation, même s'il y a formellement obligation, parce qu'encore une fois, on peut reprendre le cas extrême de tu fais ça ou je te mets à mort, admettons. Voilà, un cas vraiment extrême pour le coup, mais voilà. L'obligation, elle est réelle. L'obligation, c'est pas juste un sentiment. On te menace très directement de devoir faire cette action-là, ou sinon, tu vas le payer de ta vie. Niveau obligation, c'est présent, vous voyez. Ça ne change pas qu'en soi, tu choisis quand même de faire cette action. Encore une fois, c'est à prendre en compte. Ça ne veut pas dire que tu es responsable dans le sens juridique, etc. C'est pas la question. C'est responsable dans le sens où, en tant qu'individu, tu as choisi de faire l'action plutôt que de payer la conséquence. C'est en ce sens-là. Et encore une fois, vraiment, ça n'a rien à voir parmi, on va dire, un cadre juridique, un cadre légal, ou ce genre de choses. Ça n'a vraiment rien à voir. Il y a des constructions socio-individuelles qui restreignent ce choix, ce qu'on pourrait nommer l'évidence. Responsable comme tu fais partie de la chaîne de causalité, donc oui, éventuellement, oui. Donc attendez, justement, il y a des constructions socio-individuelles qui restreignent le choix, ce qu'on pourrait nommer l'évidence. Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que là, on est dans les facteurs explicatifs qui vont amener à comprendre pourquoi tu as fait telle ou telle décision, mais en fait, ça va rester que tu as quand même choisi d'eux. Encore une fois, consciemment ou inconsciemment, c'est pas la question. Je suis pas sûr de comprendre le sens du coup. On parle peut-être pas la même chose. C'est pour ça que je suis un peu perdu, mais je pense que soit je comprends pas forcément ce qui est dit, je sais pas forcément. Voilà. Résumé de la sociologie, les gens sont des gens. Oui, en effet. Et après, c'est le million de pages pour décortiquer cet état de fait. Oui, en effet. C'est que le mot choix n'implique pas un libre arbitre. Oui et non. Et oui et non, c'est discutable. En fait, le libre arbitre en tant que tel n'existe pas, mais nous, on n'est pas déterminé. C'est sympa, non? Bienvenue en sciences humaines et sociales. À aucun moment, nous sommes dans un environnement neutre où toute chose est égale par ailleurs. Voilà, donc dans le sens à aucun moment, on a tous les choix qui s'offrent à nous, tous visibles, conscients et qu'on peut choisir sans qu'il y ait quelconque pression qui existe. Ça n'existe pas, ça n'est pas pertinent. A contrario, tous les choix qu'on fait ne sont pas faits parce que tout le contexte a fait qu'on allait faire ce choix et qu'on n'avait pas le choix. On a toujours le choix.
C'est ça le truc en fait, la psychologie sociale, et c'est pour ça aussi que c'est souvent mal compris par beaucoup de gens qui travaillent pas forcément ces questions ou qui les travaillent que de manière, on va dire, parfois un peu légère. On est dans la compréhension et pas dans l'excuse. Et souvent, en fait, les gens ne comprennent pas ça, cette distinction-là. C'est-à-dire que très 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 souvent, tu as des gens qui vont travailler sur ces questions-là un petit peu, notamment dans les milieux militants, hein, et vont te dire, oui, mais là, du coup, ça va excuser. Mais en fait, ça n'excuse pas. C'est pas parce qu'on a conscience des tenants et aboutissants, c'est pas parce qu'on a conscience que telle ou telle personne a été poussée par tout le système, par toute la société dans laquelle elle évolue, etc., à produire tel ou tel comportement, que ça l'excuse. On a juste conscience que, de fait, le système pousse à ça. Et donc, de fait, cette personne a fait cette action. Pour autant, cette personne a choisi de faire cette action. Et encore une fois, du coup, ce qui compte, et c'est pour ça que moi, personnellement, c'est mon approche, et depuis des années, c'est de répéter que c'est pas se planter ou pas se planter qui compte. Ça n'a pas de sens. Vous allez forcément vous planter. Tous autant que vous êtes, vous allez forcément vous planter. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous faites une fois que vous vous êtes planté? Qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est fait? Parce que c'est ça qui va se passer. Vous allez vous planter. On fait quoi maintenant? Et en fait, si la seule réponse qu'on a, et c'est malheureusement quelque chose que je retrouve beaucoup dans les milieux militants et dans les milieux politiques, c'est de rester sur du punitif et d'essentialiser la personne au moment où elle a fait de la merde, on va pas aller très loin, en fait. Et vraiment, on va pas pouvoir aller très loin. Parce que ça veut dire qu'on ne comprend pas qu'on est dans un système qui va reproduire encore ça sur d'autres personnes, qui vont reproduire exactement les mêmes choses. Pas parce que les gens sont juste un fétu de paille jeté par les environnements, contrôlés par les environnements, mais parce que de fait, nous sommes influencés par les environnements, et que donc des gens vont aller dans cette direction, non seulement parce qu'ils y seront poussés par l'environnement, mais parce qu'ils choisiront d'y aller, encore une fois, consciemment, c'est pas la question, mais parce que du coup, pour des raisons de, on va dire, contexte, comme des raisons individuelles, on va aller, tout simplement, dans cette direction parce que ça nous correspond. Et c'est ça, en fait, beaucoup de gens ont du mal à comprendre. La distinction en sciences humaines et sociales, et plus particulièrement en psychologie sociale, elle se situe à ce niveau-là. On est vraiment dans l'agentivité, dans le sens où on est responsable, on a une action, et d'une certaine manière, elle est maîtrisée, entre guillemets, dans le sens où on la produit, parce qu'il y a tout un panel de choses qui peut être produit, qui ont plus ou moins des pressions pour être produites, en effet, mais ça ne change pas qu'en dehors de ces pressions, on a quand même choisi d'y répondre ou pas. Je vais vous prendre un autre cas. Si on était dans un univers qui était purement et simplement déterministe, pourquoi est-ce que vous vous retrouvez avec, je sais pas moi, Jean-Michel Blancos comme un cul, misogyne de l'enfer, qui finalement ne l'est pas? Comment ça se fait qu'aujourd'hui dans notre monde où tout pousse un mec cis, blanc, hétéro, valide à être un connard, misogyne, raciste, etc., il y a des gens qui ne le sont pas? Ça veut pas dire qu'ils sont nombreux, hein, encore une fois, mais comment vous expliquez que des gens comme ça existent? Comment vous expliquez que dans une société aussi normative que la nôtre, il y a des gens qui sont queer, il y a des gens qui vont aller, je sais pas moi, dans des directions qui ne sont pas les directions prévues par la société en général? Pourquoi il y a des gens dans une société aussi individualiste que la nôtre qui passent leur vie à essayer de faire du commun, à essayer d'aider autrui, quand bien même ça leur porte préjudice, quand bien même ils se font mettre au banc de la société, quand bien même ils se font jeter de leur famille? Pourquoi? Ça n'a pas de sens si le monde est purement et simplement déterministe. Ça n'a aucun sens si les gens sont juste déterminés par les contextes. Ça n'a pas de sens, ça ne peut pas exister. Le fait est que ça existe. Donc, comment est-ce qu'on le comprend? Comment est-ce qu'on l'explique? Comment est-ce qu'on creuse ça? Et c'est là où, du coup, on va rentrer dans la psychologie sociale. C'est que la psychologie sociale va dire, oui, il y a des pressions. De fait, il y a des pressions. Et qui vont très fortement cadrer, formater les sociétés, et donc les gens qui sont dedans, à aller dans une certaine direction. Pour autant, il n'y a pas que le contexte. Il n'y a pas que ces forces-là. Ça explique les comportements, mais ça n'en est pas la responsabilité. Ça n'en est pas l'agentivité. Les gens restent des gens qui, en soi, ont non seulement un contexte dans lequel ils évoluent et qui vont les pousser dans une direction ou dans une autre, mais ont aussi des intérêts propres, des goûts, des envies, des remises en question, etc. Et donc du coup, c'est là-dessus où en fait, vraiment la psychologie travaille, c'est de prendre en compte, de prendre conscience de ces éléments-là. Et très très régulièrement, ça c'est quelque chose qui est mis de côté, à la fois dans certains nombres de domaines scientifiques, on va dire parfois proches, parfois plus éloignés, et de manière plus générale dans la société lambda, on va dire, en dehors de tout ce qui est
on va dire, les mondes de la recherche, les mondes universitaires. Le déterminisme n'est pas un fatalisme ou relativisme. Ce que je voulais dire, c'était que la notion de libre arbitre n'a scientifiquement pas de fondement, en fait. C'est un sentiment, une émotion hautement importante individuellement. Nos choix sont nos choix, car on a eu notre parcours de vie et qu'on se retrouve avec nos dispositions dans telle situation et nos choix viendront de ça. Certaines options n'apparaîtront pas, par exemple, comme pas possible alors que physiquement, pourtant si. Mourir dans ton exemple est une possibilité, mais qui ne sera pas dans les possibles de tel ou tel agent. Oui, complètement. Pour le coup, je suis un mec blanc cis-het qui ne fait pas le chemin tracé classique. Bon, c'est probablement parce que je suis handi. Alors effectivement, parfois c'est des parcours de vie qui vont faire qu'on va sortir des contextes, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des gens que je connais dans ma vie là de tous les jours qui sont, mais l'exemple même du mec cis, blanc, hétéro, valide, etc. Et qui pourtant ne sont absolument pas dans l'optique de rester sur des comportements oppressifs comme on va dire le racisme, le sexisme, etc., etc. Bien sûr qu'ils ont des difficultés à plein de niveaux pour remettre tout ça en question, ces fonctionnements-là, mais le fait est qu'ils travaillent régulièrement, constamment même, à casser ces modèles-là, à essayer d'en sortir, alors que toutes les pressions les poussent constamment à les adopter. Encore une fois, on remet encore une fois en perspective que c'est pas une question de réussir ou pas. C'est pas une question de... le résultat n'a pas de sens. Enfin, vraiment, à un moment donné, oui, bien sûr, si vous avez un fasciste en face de vous en train de vous buter, allez lui niquer sa race. Voilà, on va le dire concrètement. Mais à un moment donné, il faut aussi voir ce qui explique le comportement. Et s'il y a des gens qui essayent, malgré eux, on va dire, de dépasser un certain nombre de choses, même s'ils n'y arrivent pas, bah, c'est déjà beaucoup mieux qu'une grande majorité des gens qui n'essayent même pas et qui s'y complaisent. Parce qu'encore une fois, prenez le compte que là, à l'heure actuelle, dans le monde qu'on a, on a un monde qui est ultra oppressif à plein de niveaux. Et vraiment, si on n'est pas capable d'essayer de construire ensemble un truc et de prendre en compte qu'il y a une différence entre explication et excuse, on va pas aller loin. On va vraiment pas aller loin. Et ça, je vous le dis parce que moi, je le vois. Je le vois depuis des années. Je le vois notamment dans le milieu militant, quand même, où j'ai pas mal participé depuis très longtemps, que ce soit dans les villes où j'ai été, notamment la ville d'avant où j'étais sur une liste politique, ou que ce soit aujourd'hui, on va dire sur un milieu militant en ligne, etc. Je vois ces fonctionnements. Je vois en fait que justement on a un gros problème, mais encore une fois qui est logique, parce que d'un point de vue de société, on nous pousse à l'individualisation, on nous pousse à confondre justement choix d'un côté, responsabilité, et de l'autre côté l'explication, etc. Les déterminismes peuvent être multiples, infinis. C'est ce que je crois. Lahir fait en sociaux, quand on regarde de près aspect psycho, donc et ou microsociologie, les parcours de vie, les exceptions statistiques permettent de justement dégager des déterminants spécifiques à ces agents. Dans ton exemple du mec cis, blanc, hétéro, etc. Par exemple, un contexte familial très particulier peut permettre de comprendre le rejet d'une partie des dominations qui lui sont offertes. Pourquoi pas c'est vrai. Après, c'est pas toujours le cas. Moi là, le mec à qui je pense en particulier, tout le modèle de famille qu'il a autour de lui, c'est pas le cas. A contrario, je dois quand même le notifier, ça me fait un peu mal parce que c'est pas trop mon mode de fonctionnement de me mettre en avant, mais bon voilà. Il m'a plus d'une fois, très clairement, très explicitement indiqué que ces questionnements qu'il se pose, c'est grâce à moi. Que c'est moi qui viens le secouer dans ses croyances et qui fait ça depuis des années, qui le fait se remettre en question et que du coup, si aussi il se pose toutes ces questions et qu'il remet en question tous ces modèles, quand bien même il n'y arrive pas toujours extrêmement bien, a priori ce serait peut-être moi l'élément perturbateur, on va dire, dans la norme et dans les normes qu'il a autour de lui. Donc peut-être, oui, j'en sais rien. Ça change pas qu'après, en vrai, y a quand même des différences individuelles qui sont à prendre en compte, quoi. Voilà, tout simplement. T'es grave dynamique pour quelqu'un de blasé et c'est trop bims. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il ne rejette pas mes apports à moi, qui suis un Jean Billy parmi d'autres, face à tous les autres gens qui, au contraire, vont dans le même sens que la norme. Effectivement, pourquoi est-ce qu'il va plutôt rejeter les apports autrui et venir écouter les miens? Pourquoi? Parce que ça va pas relever de moi. C'est pas grâce à mon gros cerveau incroyable que d'un coup il est sensibilisé à mes propos. Ça n'a pas de sens. Vraiment. Vraiment. Je n'y crois pas. Personnellement, je peux pas y croire. Donc bon, il y a un moment donné, encore une fois, il y a des éléments, des facteurs qui sont purement individuels, qui font qu'on remet en question les systèmes, etc. Et tant mieux.
Et tant mieux. Pour reprendre sur la lecture, quand même, on va avancer. J'en étais où? Je ne sais plus. Où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus. Ah oui, sac de nœuds, c'est bon, j'ai retrouvé. On est reparti. Pour ne pas sombrer dans de telles confusions, il aurait fallu, mais il est vrai que cela aurait rendu impossible l'opération d'escamotage en cours, commencer par rappeler le distinguo élémentaire entre la notion d'entreprise en tant qu'organisation, le collectif en chair et en os qui travaille, et le concept de société en tant que forme juridique, cet être de papier auquel le droit associe certaines capacités et obligations. Quand vous signez votre contrat de travail, avec qui contractez-vous? Même s'il signe le document, vous ne passez pas le contrat avec votre PDG en tant que personne privée. À travers lui, par sa main, c'est avec la société comme sujet de droit que vous passez contrat. Vous passez contrat avec la société, mais pas avec l'entreprise comme organisation, pas avec les autres salariés qui eux aussi ont un contrat avec ce même tiers. Vous ne passez pas non plus de contrat avec les clients, les fournisseurs, les créanciers, bien qu'ils soient eux aussi de leur côté liés par contrat avec la société avec laquelle vous contractez à votre tour. Jensen et Meckling ne peuvent suggérer l'idée opposée que parce qu'ils ont joué sur un quiproquo entre société et entreprise. Effectivement, à la faveur de leur tour de passe-passe, vous les prenez l'une pour l'autre, alors vous vous représentez que, quand vous passez contrat avec la société, être juridique, vous le faites avec l'entreprise, entendu comme ensemble de rapports sociaux. Je ne contracte pas! Oui, on l'attendait tous. On l'attendait tous. Oui, en effet. En effet. Éluder cette différence cruciale permet à Jensen et Meckling de commettre subrepticement des erreurs de catégorie en cascade, pour aboutir à la conclusion tout aussi absurde qu'opportune que la firme en tant qu'organisation sociale n'est qu'une fiction juridique et donc, comprend-on, un être sans la moindre consistance réelle, ce qui est pourtant doublement faux. D'une part, l'entreprise comme organisation n'est pas réductible à l'entité juridique qui lui sert à la fois de cadre et d'instrument. Une entreprise ne se réduit pas plus à la société correspondante qu'un couple marié ne se réduit à son contrat de mariage, ou qu'une équipe sportive ne se confond avec les statuts de son club. Les deux sont liés, et pourtant ne sont pas la même chose. D'autre part, qu'une société soit une fiction juridique veut certes dire qu'elle est un être artificiel, une créature de droit, mais elle n'en a pas moins précisément de ce fait une réalité, un mode d'existence spécifique qui s'assortit des faits très concrets. Le droit a beau être un artifice, il n'en est pas moins effectif. Ces nouvelles théories de la firme, à force de sophisme, ont ainsi fait passer leur objet, du statut de Léviathan, à celui de tigre de papier. Sauf que le paradoxe, c'est que ces deux descriptions, loin de s'exclure, sont pourtant vraies à la fois. Les compagnies, les corporations, remarque Gérald Davis, sont des fictions juridiques qui n'ont ni de corps à châtier ni d'âme à damner, selon la formule du baron Thurlow. Et elles sont aussi des faits sociaux. Il se peut qu'elles n'aient pas de corps, mais leur nom même vient du mot latin corpus, qui signifie un corps. Il se peut qu'elles n'aient pas d'âme, mais leurs membres, et parfois le droit, s'attendent à ce qu'elles agissent comme si c'était le cas. Jensen, dans un article qui constitue un peu son discours de la méthode à lui, y insiste. À ses yeux, la vertu d'une définition est avant tout d'être productive. Elle vaut surtout en tant qu'elle produit des effets utiles. Mais justement, ces effets escomptés, quels sont-ils en l'occurrence? Voir les organisations comme des nexus de contrat, indiquent Jensen et Meckling, permet de dissiper la tendance à traiter les organisations comme si elles étaient des personnes. Une société n'est pas un individu. Elle ne ressent rien, elle ne choisit pas. Ce qu'il représente ici, comme un important acquis théorique, ne recouvre en réalité rien de plus qu'une critique triviale de l'anthropomorphisme, qui ne requiert aucunement la théorie des nexus pour pouvoir être énoncée, et qui repose, soit dit en passant, elle aussi sur une confusion conceptuelle qu'une approche authentiquement pragmatique aurait permis de lever. Le philosophe John Dewey nous en avertissait déjà dans les années 1920. La doctrine de la personnalité fictive a été utilisée sous l'influence de la philosophie individualiste pour nier qu'il existe la moindre réalité sociale à l'arrière-plan ou dans l'action de l'entreprise. Le principal enjeu de cette redéfinition, insistent Jensen et Meckling, est d'ordre politique. Concevoir la firme comme un nexus de relations contractuelles entre individus sert, clairement, à montrer que des questions telles que « quelle doit être la fonction objective de la firme ?» ou « la firme a-t-elle une responsabilité sociale ?» reposent sur une grave erreur de personnification. Il s'agissait donc de déréaliser, de dépolitiser la firme, afin de la rendre informulable au niveau des critiques
qui était massivement adressé à ces organisations et à ceux qui les dirigeaient. Le grand avantage de l'approche contractualiste, qui confie à leur tour 2 autres figures de proue de ce courant, Frank Esterbrook et Daniel Fischel, est d'éradiquer du champ des questions pertinentes une interrogation qui a tourmenté de nombreux auteurs. Quel est le but des entreprises? Est-ce le profit, et pour qui? Ou est-ce le bien social défini de façon plus large? Notre réponse à ces questions est simple, on s'en fiche. Et c'est le mot dans le texte, je tiens à vous le dire. Littéralement, la incroyable réponse des connards de penseurs des libéraux, là, c'est littéralement, notre réponse à ces questions est simple, on s'en fiche. Vous avez Frank Esterbrook et Daniel Fischel qui vous dit très clairement, savoir à quoi servent les entreprises, oh, on s'en branle. On s'en fout. Rien à foutre. C'est une certaine forme de cynisme, hein. Et voilà. Ah non, ça c'est la réponse des connards. Non, la réponse des connards c'est de dire ah non mais attendez, on n'est pas là pour poser la question de l'entreprise et de à quoi sert la question de l'entreprise. Non, on s'en fout. On s'en branle. Ah non, vous comprenez, nous on fait des profits, c'est tout ce qui compte. Ah non mais c'est quelque chose, hein. Ah c'est quelque chose, hein. Les mecs ils sont vraiment mais culottés, on va dire ça comme ça. Il faut quand même un certain niveau d'aplomb pour y aller comme ça franco, quoi. Pour littéralement écrire dans un article, est-ce le profit et pour qui? Ou le bien-être social défini de façon plus large? Notre réponse à ces questions est simple, on s'en fiche. Non mais genre vraiment, les mecs noir sur blanc dans un article d'économie, ils marquent, on s'en branle. On s'en fout. LOL PTDR. Ça me dégoûte. Mais en même temps, c'est pas très étonnant, donc bon, voilà. Et elles n'ont pas intérêt à accepter certaines remises en question ou questionnements, donc bah, on l'évacue. Hein. Mais c'est ça, mais c'est exactement tout le move qui a été développé en fait. C'est toute l'idée du truc. On va dépolitiser absolument et totalement l'entreprise. Comme ça, une fois qu'il n'y a plus de politique dans mon entreprise, oh bah la question de à quoi elle sert, bah elle n'a pas de sens. C'est bon, hein, posez pas la question. Hein. Hop, on passe à autre chose. Ah non, c'est incroyable. Hein. C'est un gros niveau d'hypocrisie, d'enfumage, c'est d'un cynisme assez incroyable. C'est pas très étonnant, hein, encore une fois, surprise, mais en fait non, pas surprise, hein, mais on est quand même déçus. Voilà. On ne s'attendait à rien, et pourtant, on est quand même déçus. Voilà, très bien. Bon. Je continue. Les réactionnaires de toute tendance qui se lancent dans ces années-là, dans un intense travail de réélaboration intellectuelle, ne cessent de le répéter. Il faut avoir une théorie. Oui, mais pourquoi? La réponse la plus évidente, la plus fréquemment donnée, quoique insuffisante, se formule en termes de justification. Une domination nue ne tient pas. Il faut alors des avocats et des plaidoyers. Mais il y a un autre aspect, plus stratégique, plus offensif. On raconte l'anecdote suivante. Un jeune homme enthousiasmé par sa lecture de La route de la servitude alla trouver Hayek à la fin des années 40 pour lui faire part de son intention de faire de la politique. Ce à quoi le maître aurait répondu « Non, hors de question. On ne changera la société qu'en impulsant des changements dans la sphère des idées. Il faut d'abord atteindre les intellectuels, ceux qui enseignent, ceux qui écrivent, les convaincre par des arguments raisonnés. Leur influence sur la société prévaudra et ensuite les politiciens suivront. PTDR, non. » Voilà, je me permets, vraiment, lol. Le combat des idées, à chaque fois, c'est toujours la même chose qu'on nous sort. C'est toujours pareil. Oui, non, mais les fascistes, ça se combat d'abord sur les idées. Non, ça se combat pas sur les idées. Désolé, mais c'est pas ça qu'ils utilisaient en fait. C'est pas ce qu'ils mobilisent. Les fachos n'utilisent pas les idées. C'est... Tu vois, c'est dommage, j'allais dire qu'ils étaient très peu autoréflexifs, mais c'est faux, ils sont politisés. Ah mais ils sont très politisés, hein. Ils sont très politisés ces mecs-là, hein. C'est ça le pire. Ils ont parfaitement conscience qu'ils sont politisés. Par contre, c'est tout à leur intérêt de justement, parce qu'ils sont particulièrement politisés, de dépolitiser leur structure. De dire, ah non, mais nous on fait pas de politique. Mais c'est faux, c'est du flan. Elles sont politisées. Elles le savent de manière évidente. Mais justement parce que ces personnes en ont conscience, il faut réussir à faire croire aux autres que non, c'est juste la neutralité, c'est juste, ils sont un peu stupides, ils ont une vision du monde particulière, mais t'inquiète, ils sont surtout pas politisés.
Et c'est pour ça que c'est un gros problème aujourd'hui d'avoir... Et bonjour Elvire au passage. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un très très gros problème d'avoir des gens, et notamment à gauche, qui viennent vous dire « Ah non, mais regardez les votants RN, c'est juste que ce sont des gens qui sont perdus. C'est juste des gens qui savent pas, c'est des gens qui sont pas conscients, c'est ceci, c'est cela. On a toujours plein de justifications pour consister à dire que, envers et contre tout, les votants RN, surtout, ils sont pas racistes. Mais à un moment donné, faut arrêter de se mentir, faut arrêter de se voler la face. Un votant RN, avant d'être n'importe quoi d'autre, c'est un raciste. Enfin, c'est la base du truc. Littéralement, c'est un parti qui s'est construit sur l'antisémitisme. Donc, littéralement, le racisme envers les personnes juives. Genre, c'est la base du truc. Tu ne peux pas, aujourd'hui, venir te dire « Ah bah tiens, en fait, les votants RN, ils votent RN parce qu'ils sont paumés. » Non, ils sont peut-être aussi paumés, si tu veux, mais ils sont surtout racistes. C'est pour ça qu'ils votent pour le RN. Parce que si tu veux voter pour autre chose que les partis majoritaires, typiquement, si tu veux voter pour autre chose que les partis, je sais pas moi, on va dire centristes, etc., t'as l'embarras du choix, hein. T'en as plein des partis qui gueulent, des partis anti-État, t'en as plein des partis qui veulent justement casser le système, etc. T'en as plein à tous les niveaux. Déjà, de base, voilà, alors comme discipline, déjà tu peux ne pas voter. Au passage, mais voilà. Le fait est qu'à l'heure actuelle, il y a un moment où il faut être réaliste, hein. Si vous allez voter pour ce parti-là avant d'aller voter pour quoi que ce soit d'autre, c'est parce que vous êtes raciste. Point. Il n'y a pas d'autres questions. Alors oui, effectivement, j'ai tendance à le rappeler aussi, le parti RN est un parti de haine, fondé sur la haine d'autrui, la haine de ceux qui ne leur ressemblent pas, donc principalement... clairement le racisme, que ce soit envers maintenant toutes les personnes notamment vues ou perçues comme musulmanes, etc. Enfin voilà, parce qu'avant c'était plutôt antisémite. Bon, c'est toujours très clairement antisémite, mais il est vrai que d'un point de vue communication, j'ai l'impression que ces dernières années ça s'attaque un peu plus aux personnes racisées, on va dire de tout ce qui est l'Afrique, les pays arabes, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'ils axent un peu plus leur attaque là-dessus. Pour autant, ils sont quand même toujours bien antisémites. Hein. Clairement, ça part pas. Hein. À croire que c'est peut-être parce que c'est le cœur de leur truc. Hein. Encore une fois. À côté de ça, effectivement, ils vont s'attaquer aux LGBT. Hein. Ils vont s'attaquer aux personnes non valides, etc. Hein. Enfin, voilà. Très clairement, il y a plein de haine. Mais tu peux pas retirer ça, en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est le cœur du truc des partis politiques. Plus ou moins dans le système, et qui contestent le système, etc., ou qui disent qu'ils contestent le système, t'en as plein. À un moment donné, si tu votes pour ça en particulier, c'est pas parce que c'est un parti soi-disant anti-système, ce qui est extrêmement discutable au passage, c'est pas parce que c'est ah bah je suis perdu ou je ne sais quoi. Non, il y a une réalité derrière, et t'es bien conscient de ta réalité. Et là, vous voyez, typiquement, ça, ce qu'on vient de lire, c'est l'exact truc qui le montre. On te fait croire que les Jean-Michel fascistes là, qui sont en train de te dire « Ah non, mais dépolitiser ma politique », sont pas politisés, mais ils le sont. Ces personnes le sont extrêmement en fait politisées. Et justement parce qu'elles ont conscience d'être à ce point politisées, font tout pour passer pour non politisées. Parce que c'est leur avantage. C'est leur avantage de passer pour quelqu'un qui n'est pas politisé. Et aujourd'hui on a la même chose. Vous avez tout un discours dans la gauche par rapport au RN à nous dire... Ah oui, non, mais vous comprenez, c'est un vote qui n'est pas raciste, c'est un vote qui n'est pas vraiment politique, etc. Ce qui me fait beaucoup rire, un vote pas politique. Un vote pour un parti politique dans un système représentatif politique n'est pas politique. Allez, va me tenir cette ligne-là. Parce que j'en ai certains qui m'ont sorti ça, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Là, à l'heure actuelle, dans mon putain de village, donc à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, cette ville de merde, là, il y a des gens qui m'ont tenu ces propos-là. À la supérette à côté, où bah du coup, là je vous avoue que je sors plus beaucoup ces temps-ci et que je vais peut-être un peu moins sortir encore, parce qu'avec ma coupe de cheveux, mes cheveux verts, etc., ça va être compliqué de passer inaperçu par rapport à tous les cubénis du coin, racistes, etc. Enfin, ça va être compliqué, très clairement. Parce qu'ils s'attaquent évidemment à toutes les personnes LGBT. Hein. Moi je suis blanc comme un cul, hein, mais je vais prendre des tirs à chaque fois que je sors. Hein. C'est quasi systématique. Hein. Donc bref, et ben il y en a qui tiennent ces propos-là. Ah non, mais moi je vote RN, mais c'est pas politique, vous me comprenez. C'est juste la réalité du terrain, c'est quelqu'un qui nous écoute, etc. Pardon, hein. Mais voter pour un parti politique, pas politique. Vraiment, essayer de tenir cette ligne-là, hein. C'est quelque chose d'incroyable. Hein. C'est éclaté au sol, hein. Mais bon, bref.
C'est un parti pro-système en plus, carrément même. Juste, ils veulent durcir le pire du système et enlever les garde-fous restants. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Je reprends ma lecture. On va finir d'ailleurs là-dessus, parce que je vois fin de VOD. Donc j'en étais ici. Mais il y a un autre aspect, plus stratégique, plus offensif. Ah oui, non, ça je l'ai lu, pardon. C'était ici. Pour ce qui est spécifiquement des théories de la firme, comme Nexus, elles apportaient certes une réponse partielle au problème de Cristol, lui qui s'inquiétait d'une lacune sur cette question, mais leur technicité, leur jargon, leur aridité stylistique et plus encore leur sécheresse éthique les rendaient inaptes à réellement servir de défense populaire. Leur toute première cible était le champ académique, opéré à sa reconquête. La reconfiguration des modes d'interrogation savants de l'économie s'est accompagnée depuis les années 1970 d'inlassables efforts d'éviction discursive et institutionnelle des hétérodoxes, s'assurer la maîtrise de ce qui est intellectuellement formulable, exclure l'adversaire de la capacité académique, sanctionner de dire vrai. Ces nouvelles théories de la firme n'étaient nouvelles que par rapport à l'ancien consensus qu'elles s'activaient à éradiquer. Ce fut une tentative, historiquement couronnée de succès, de liquidation intellectuelle de la vision antérieure. Et ceci à des fins de contre-offensive politique. L'opération philosophique était radicale en ce qu'elle touchait à la définition même de la firme. On se battait ici sur le terrain ontologique, en répudiant à peu près toutes les assumptions managérialistes antérieures. Là où l'on admettait des rapports de pouvoir et d'autorité, on ne trouve plus désormais que du contrat et des problèmes d'agence. En lieu et place d'une organisation réellement existante, il n'y a plus qu'une fiction recouvrant un lacis de relations d'échange. La manœuvre était audacieuse, mais elle ouvrait la porte, pour ces reformulations mêmes, à de nouvelles difficultés. Fin du chapitre. Oh là là. Oh, le prochain chapitre. Alors je vous tease, parce que du coup on va couper la VOD là-dessus. Prochain chapitre. Chapitre 13. Théorie policière de la firme. Ceci dit, petite fouleur de YouTube, on s'arrête là-dessus pour cette VOD. J'espère que la lecture et les commentaires associés étaient intéressants. Des bisous. Ciao ciao ciao.